Le sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, Je te laisse la main, Evelyne. Ça marche. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Servant aujourd'hui. Donc, Isabelle est une ex-enseignante qui a enseigné à l'Éducation nationale et à l'Université de Stanford aux États-Unis. Elle est auteure, formatrice, coach, conférencière, spécialisée dans l'orientation positive, donc inspirée de la psychologie positive. Alors, j'ai beaucoup aimé la devise que tu as fait tienne, Isabelle, qui dit « Il faudrait être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple ». Ouais, c'est de Jacques Prévert. En fait, c'est pas de moi, c'est de Jacques Prévert. Jacques Prévert. Et donc, tu accompagnes chacun à se réaliser professionnellement, à vivre la vie de ses rêves, à se créer une vie inspirante pour le bénéfice de tous. Car pour toi, s'épanouir et contribuer sont les deux faces d'une même pièce. Alors, parmi tes livres, donc tu as écrit 30 jours pour trouver ma joie et vivre mes rêves. Ma voix. Ma voix, oui. Par contre, le lapsus est révélateur parce que c'est profondément ça. Et si je trouve enfin ce que je veux faire de ma vie, et puis aussi rêve ta vie, vis tes rêves, 30 clés pour prendre ta place dans le monde. Alors justement, ce matin, enfin pour moi c'est le matin, aujourd'hui tu vas nous aider à justement accompagner les jeunes à créer une vie professionnelle géniale, inspirante et engagée pour le bien de tous. Je te laisse la parole. Ouais, c'est un sacré programme. Bon, bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie d'être ici. Merci pour cette présentation. Je remercie toute l'organisation du sommet, Abel en particulier, avec qui j'ai beaucoup échangé. Parce que je sais que c'est compliqué et en fait, c'est toujours un privilège de partager ce qui est super important pour soi. Et donc, vous me donnez tous les deux l'opportunité, donc je remercie du fond du cœur. Alors moi, la meilleure façon de partager ce qui m'est cher, c'est de le faire en images. Donc, je vais vous partager un PowerPoint et puis on en parle après. Je vous amener à réfléchir de temps en temps sur comment accompagner les jeunes. Donc, je partage l'écran et
et on en parle ensemble. Hop là. Alors, du coup, je ne savais pas, Emeline, que tu me présenterais, mais effectivement, c'est ça. J'ai enseigné en France et à l'étranger. Et en fait, j'ai un parcours très, très atypique. Et à un moment, ça c'est un événement important dans ma vie. J'ai fondé une association qui s'appelle École du Monde Acteurs en Éducation et qui est l'idée, finalement, d'ouvrir sur ce qu'est l'éducation, en fait. Je voulais savoir si on était en train de créer un monde en paix. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des systèmes scolaires plus inspirants que les autres pour construire ce monde en paix? Donc, j'ai créé ça il y a 10 ans. Maintenant, c'est en stand-by, mais ça m'avait permis de comprendre la diversité des systèmes scolaires et surtout comment on aide chacun, plus ou moins, à être en paix avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Et puis, mon espoir, c'était de faire évoluer l'école en France. Et puis, c'était quand même un sacré challenge. Donc, à un moment, j'ai décidé d'écrire des livres qui étaient dédiés directement aux jeunes, des choses que j'ai apprises très, très tard dans ma vie et que j'aurais adoré apprendre quand j'étais ado. Et donc, j'ai écrit un premier livre, voilà, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Il a eu énormément de succès, alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un livre pour les ados fonctionne. Et donc, mon éditeur m'a permis d'en créer d'autres. L'idée, vraiment, c'est d'accompagner chacun à se trouver pour aider, justement, par cette exemplarité, à aider chacun à se trouver et à se connecter ensemble. Et puis, plus récemment, j'ai écrit un livre pour les adultes sur l'école, et puis un livre en coécriture sur la transition écologique, parce que je suis moi-même très engagée et j'essaie d'incarner moi-même ce que je dis au plus profond de moi. Donc 33% de jeunes, 100% d'avenir. On est tous d'accord sur ce point-là si vous êtes ici. Donc il y a quelques années, j'ai décidé de fonder ce qu'on appelle l'orientation positive. Alors s'orienter, pour moi, c'est faire des choix. Ce n'est pas renoncer, mais c'est privilégier ce qui est important pour soi. Donc je choisis. Et de psychologie positive, donc c'est cette nouvelle branche de la psychologie qui étudie scientifiquement les personnes les plus heureuses et les plus épanouies. La psychologie traditionnelle part des problèmes, pathologie, stress, dépression, pour trouver des solutions. La psychologie positive fait le chemin inverse. Elle part des solutions, donc les personnes qui sont les plus heureuses, pour finalement essayer de savoir comment atteindre cet état. Donc voilà les fondements de cette idée. Pour moi, la façon dont je vois chacun, c'est que la première richesse de chacun, votre première richesse, comme la richesse de chacun, c'est d'être unique. En fait, c'est même la richesse du collectif, c'est cette différence. On n'est pas deux à se ressembler et c'est ce qui fait la richesse de cette diversité. On a quelque chose de très spécial et très unique à apporter. Alors pour moi, je le vois dans la métaphore comme une pièce de puzzle dans le grand puzzle du monde, en fait. L'idée même, si on valorise cette singularité, c'est de pouvoir entrer enfin dans cette ère de la complémentarité. On est actuellement encore dans une ère de compétition dans certains pays, notamment peut-être à l'école. Ici, c'est vraiment d'amener à comprendre la richesse de chacun et comment on se complète. Ce que nous avons tous à apporter, c'est ce que je vais vous transmettre durant ce temps de conférence. Donc moi, j'aime bien dire que mon travail s'appuie sur cette citation d'Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. » Et donc, c'est l'illustration, ce petit poisson qui essaie de grimper, qui se trouve nul, qui essaie de voler, évidemment, c'est pas possible, qui essaie de courir, et son élément, c'est l'eau. Donc, je sais pas si vous êtes un oiseau, si vous courez, si vous grimpez, en tout cas, l'idée, c'est de ramener chacun, et chaque jeune, à sa place, dans son élément. Et là, on est bien, et là, on est en accord avec soi-même. Donc, malheureusement, en France, il y a beaucoup de Français de toute évidence ici, liberté, égalité, fraternité, on a considéré dans le mot égalité qu'on enseignait la même chose à tous les enfants au même rythme, partout où ils sont en France. Donc,
à essayer d'être égalitaire, on a finalement gommé cette différence puisqu'on est dans un système uniforme et standardisé pour tous. On dit par ailleurs aux jeunes ce qu'ils doivent apprendre. Ils ont aussi beaucoup de travail, donc ça leur laisse finalement peu de temps pour aller explorer ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre. Et par ailleurs, puisque nous parlons d'orientation, en fait, à l'heure actuelle, quand un jeune ne sait pas, évidemment de temps en temps, il peut totalement le savoir, il y a un appel intérieur, mais s'il ne sait pas, en fait, on se cantonne bien souvent, pour la majorité de l'accompagnement, à lui présenter l'extérieur. Donc on lui présente des métiers, on lui présente des formations, on lui présente des filières, et pour moi, c'est pour ça que j'ai mis cette image, c'est comme si on présentait plein de formes différentes, et on dit, à quelle forme tu ressembles? Le chemin que je vous propose ici, c'est... Ah oui, et bon, j'allais dire, et donc, cette image illustre que, comme on ne connaît pas sa forme, la plupart des jeunes, et même des adultes, puisque j'accompagne eux aussi, en fait, aspirent à un test idéal, un test magique, qui leur dirait pourquoi est-ce qu'ils ont fait. Donc, ils confient encore à l'extérieur l'idée de savoir qui ils sont. Voilà, comme si on avait par ailleurs un métier qu'on pouvait faire tout au long de sa vie, comme si on ne changeait pas. Donc, ce qui est vraiment important, c'est ce travail d'exploration de l'intérieur, de la singularité. Finalement, c'est qu'est-ce qui m'anime vraiment, où est mon cœur, où est mon trip, pour derrière savoir où chercher. Et dans ces cas-là, on pourra trouver les formes qui nous correspondent. Mais ça commence par une démarche intérieure qui actuellement n'est pas vraiment préconisée dans notre pays. Donc, pour créer cette vie géniale avec un impact positif, il faut d'abord se connaître, se reconnaître et savoir ce qui vous anime de l'intérieur. Donc, je vais vous présenter 3 possibilités et puis on va les explorer derrière ensemble, par comment faire. Donc, la première, c'est de s'écouter. Alors, je vais illustrer avec écouter son cœur ou écouter ses tripes, écouter ce qui est important pour nous, en fait. C'est réussir à s'écouter de l'intérieur. La deuxième possibilité, c'est de s'explorer. On va voir comment on s'explore, explorer cette singularité. Isabelle, oui. Ton PowerPoint, il est bloqué sur la première image. Est-ce que c'est normal? Depuis tout à l'heure? Oui. Ah, et vous ne me l'avez pas dit. D'accord. Je ne savais pas. Ah ouais, non, j'ai des images. Je croyais que c'était toi qui pilotais ça. Parce que moi, je le vois défiler. Mais vous ne le voyez pas défiler. Hein. Non. Alors, attends, on va voir si vous le voyez défiler maintenant. C'est horrible, je suis désolée. Hein. Du coup, là, est-ce que vous le voyez? Hop, je reviens dessus. On voit une autre page, mais... Là, est-ce que ça défile, du coup? Hein? Oui. Ok. Donc, je suis désolée parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai des illustrations. Je recommence au début ou je pense que ça... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez que je leur fasse... C'est chaud, hein? Je ne sais pas ce qu'on a raté. Je vous le fais rapidement en reprenant, peut-être avec du visuel quand même, Emeline. Oui, peut-être que tu peux simplement nous montrer les visuels. Et puis, ouais, je vais vous le faire Ok. On en était... Je vous avais présenté, du coup, on va revenir en arrière. Je vais vous le faire. Donc ça, c'était vraiment la présentation avec l'association École du Monde sur les écoles. Et du coup, ça, c'est les 3 livres que j'ai écrits, et les 3 pour les jeunes et les 2 pour les adultes. Et donc, l'orientation positive, effectivement, c'est de s'orienter en lien avec la psychologie positive, c'est-à-dire s'orienter pour faire des choix et être le plus heureux possible. Donc là, pièce de puzzle dans le puzzle de l'humanité, au moins vous la voyez, sinon vous étiez dans l'imagination, mais c'est pas très très grave. Et moi, c'est quand même beaucoup plus joli avec des visuels. Et donc, on arrive sur cette image d'aire de complémentarité dont j'ai parlé. Comment aider chacun à trouver sa place, sa juste place. C'est dans ça dont je vais vous accompagner. Donc, la fameuse citation d'Albert Einstein avec ce petit poisson qui grimpe, qui vole, qui court et qui est dans son élément. Ben voilà, vous l'avez maintenant. Donc, j'ai parlé du système scolaire en France, liberté, égalité, fraternité, et le fait qu'on n'était pas dans une exploration
de la différence puisqu'on a un système uniforme. Et par ailleurs, dans notre système d'orientation, on présente l'extérieur en priorité, alors que, avec ce fameux test que tout le monde aspire à faire, franchement, les jeunes les a dit, oh, donne-moi un test, dis-moi ce que je dois faire ce que je dois faire de ma vie, non pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Alors que la démarche commence par l'intérieur pour finalement après trouver quelle est la meilleure forme, les meilleures formes pour soi. Donc, on arrive sur la partie sur laquelle je vais t'arrêter pour créer cette vie géniale avec un impact positif. L'idée, dans un premier temps, c'est de se connaître ou de se reconnaître et de savoir ce qui anime vraiment chacun. Donc, le premier, c'est de s'écouter, assurément, ce qui nous anime, le cœur, les tripes. S'explorer, on va faire ça ensemble tout à l'heure. Et sinon, c'est multiplier les rencontres et les expériences parce qu'on va voir que c'est une opportunité d'avoir un eureka et de découvrir finalement ce qu'on a envie de faire de sa vie. Et prends le temps de respirer, Isabelle. Ouais, parce qu'en plus, du coup, j'ai fait courir, tu sais, pour rattraper un peu le temps. On n'est pas pressé. Ouais, et puis il y a Jessica, la pauvre, qui traduit. Merci à elle. Donc, du coup, voilà, l'orientation positive, juste pour poser des piliers, même si on fera juste une toute petite partie, c'est effectivement observer, étudier la singularité de chacun. En quoi chacun est unique. On va le voir tout à l'heure. Il y a aussi, de ce que j'observe, un gros travail sur l'état d'esprit. C'est-à-dire pour passer d'une posture plutôt passive, j'attends que les autres décident pour moi ou me conduisent vers le chemin qui m'intéresse, à être vraiment responsable et proactive dans sa vie. Troisième pilier individuel, c'est le passage à l'action. Comment je fais quand j'ai un objectif pour finalement, comme un montage de projet, le décomposer en étapes et pouvoir réussir à aller jusqu'au bout. L'aspect collectif qui est ultra important pour moi et que tout ça sous-tend une conscience collective. Aider chacun à contribuer au collectif, le collectif aide chaque individu. Donc on réconcilie le je et le nous et je vous en parlais juste après, pardon. Du coup, je voudrais commencer par une question fondamentale. Pourquoi, dans quel but, pourquoi, dans le but, travaillez-vous? Quelles sont vos motivations? Je vous laisse juste quelques secondes pour réfléchir à pourquoi est-ce que l'on travaille. Pourquoi travaillez-vous? Tu attends des réponses? Non, pas forcément, mais juste que chacun les ait dans sa tête. Je vais apporter des idées maintenant, en fait. C'est super intéressant pourquoi est-ce qu'on travaille, parce que ça m'a marqué il y a quelques années. J'ai donné une conférence dans une grande école de commerce et j'avais 500 jeunes devant moi. Donc, on double à peu près cet amphithéâtre. Et je leur ai posé la question, c'était une conférence inspirante de début d'année. Je partageais des clés et j'ai posé cette question, pourquoi travaillons-nous? Et je leur ai demandé, est-ce qu'ils avaient des motivations autres que l'argent ou le fait que ça soit normal, quand on est adulte, on travaille? Est-ce qu'il y avait d'autres motivations que l'argent ou la normalité pour travailler? Et je leur ai dit, si vous avez une réponse, vous levez la main. Je ne vous interroge pas. Je veux juste savoir si vous avez d'autres motivations que l'argent ou le fait que ce soit normal. Alors, je vous laisse réfléchir à combien ont levé le bras en leur disant, je ne vous mets pas sous le spotlight, je ne vous demande pas quelles sont vos motivations. Combien, réfléchissez dans votre tête, combien sur 500 jeunes, ils étaient comme j'ai donné cette conférence 2 fois, en licence 3 ou master 1. Donc, assez grand quand même. Isabelle, avant que tu continues, je ne sais pas si je peux t'interrompre comme ça, tu me dis. Oui, bien sûr. Quelqu'un demande si tu peux redire les 3 piliers. Alors, je ne sais pas desquels piliers. Je vais en reparler juste après, de toute façon. Ces 3, je vais les décomposer juste après. Ça marche. Ça va être chouette. Et donc, par rapport à ces 500 jeunes, pourquoi est-ce qu'on travaille au-delà de l'argent ou la normalité?
il y a 5 jeunes, en fait, qui ont levé le bras. Donc, ça veut dire que 495 ne savaient pas pourquoi ils travaillaient. Donc, tu es optimiste. J'avais pensé 10. Tu vois. Ça fait pas beaucoup quand même. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Donc, je vais poser du sens sur le mot travailler. Le temps de travail dans une vie d'adulte, c'est assez important. C'est quand même 1/3 de notre journée en semaine qui fait que, sur un temps de vie, on est entre 60 000 et 100 000 heures. En fait, en France, 35 heures par semaine, ça fait quasiment 71 000 heures de temps de travail. Autant dire que c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on travaille. Donc, généralement, hop là, je voulais dire juste après. En fait, je vais vous donner des motivations individuelles et des motivations collectives. Alors, voici des possibilités individuelles. Faire ce que j'aime, exprimer mes talents et mes envies, être fier et satisfait, explorer tel ou tel domaine qui m'intéresse, rencontrer des gens intéressants, voire passionnants, me dépasser, voyager, apprendre, évoluer. Et puis il y a des motivations collectives, faire ma part pour le collectif, me sentir utile, être heureux, heureuse, faire la différence, créer, inventer, améliorer tel domaine, contribuer à tel domaine. Je ne sais pas quelles étaient vos réponses ou quelles pourraient être vos réponses. En tout cas, pour les jeunes, ça fait vraiment un déclic. Car, en fait, en général, quand je demande aux jeunes, même aux adultes, quelles sont leurs motivations, ils vont toujours me donner ce que ça leur apporte. Ici, je vous ai mis de l'argent, du plaisir, de la reconnaissance, de la sécurité. Et j'aime rappeler qu'un travail, c'est ce que l'on donne aussi. Qu'est-ce que j'apporte? Et c'est super important. En fait, il est important de se souvenir que vous avez sûrement un toit sur votre tête, vous êtes protégé des éléments, et en fait, c'est grâce au travail de toutes les personnes du bâtiment, les plombiers, les architectes, les électriciens, les personnes qui nous permettent d'avoir les matières premières, ceux qui les transportent aussi. Et c'est bien grâce au travail de toutes les personnes qui sont dans la culture du coton ou des autres matières jusqu'à la fabrication, le design, le transport, la vente, que vous êtes habillés. Vous n'êtes pas tout nu et que vous avez un toit. Donc c'est déjà génial, mais c'est grâce au travail des gens, en fait. Et puis c'est la même chose pour se nourrir, c'est bien grâce au travail de toutes ces personnes. C'est grâce au travail de toutes les personnes du monde soignant que l'on peut être soigné. C'est grâce au travail des auteurs que l'on peut apprendre des choses comme les enseignants. Donc, c'est important pour moi de rappeler que la vie est une aventure individuelle, mais c'est aussi et surtout une aventure collective. En fait, c'est grâce au travail des autres que l'on a une qualité de vie et un bien-être. En fait, c'est le travail qui permet à chacun de pouvoir vivre comme chacun, aide le collectif en trouvant sa juste place et sa juste participation et sa juste contribution. Et pour moi, ça c'est fondamental de le rappeler. À partir du moment, c'est OK, à quoi je veux participer, à quoi je veux contribuer dans ce grand équilibre collectif. Déjà, on a fait une grosse partie du chemin. Ce sens au travail est absolument essentiel. Donc, du coup, on va revenir sur les 3 piliers, puisque maintenant qu'on s'est dit, OK, à quoi j'ai envie de participer, à quoi j'ai envie de contribuer, on a exploré ces 3 façons de pouvoir trouver sa place, trouver sa voie, trouver sa vocation. De manière rapide, mais ce sera déjà de bons éléments. Donc, la première possibilité que je veux voir avec vous, c'est celle où on s'écoute, tout simplement. Alors, le premier élément que je veux évoquer avec vous, c'est que chacun aspire au respect de son intégrité, c'est-à-dire être respecté pour qui il est. Donc, on a tous envie, vous, mais aussi si vous accompagnez d'autres personnes, vos enfants ou des jeunes, très important de s'en souvenir en fait. On a tous envie de se sentir
rassurer sur notre potentiel, rassurer sur qui on est, de nous sentir en accord avec nous-mêmes, de nous sentir aimés, de nous sentir protégés, de nous sentir écoutés, respectés, reconnus, importants, utiles. C'est important de respecter cette préciosité qu'est chacun. Et ça veut dire aussi respecter les besoins. Donc, pour moi, s'écouter, c'est comme si on ouvrait sa porte vers son intériorité, on ouvre les fenêtres. Et du coup, ce genre de questions sont essentielles. C'est l'idée de se connecter à ses envies. Et si je m'écoutais, et si je m'écoutais vraiment, et si je m'autorisais, et si j'osais, et si je pouvais, et si je savais ce que je voulais faire. En fait, ici, c'est l'idée de se connecter à tes envies. De mon expérience maintenant, j'ai l'impression que s'ils avaient le temps, s'ils avaient l'espace, s'ils avaient l'autorisation, la plupart des jeunes sauraient répondre à cette question, en fait, spontanément. Maintenant, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de non-autorisation qui font que on ne s'écoute pas. On n'est pas connecté à son intérieur pour savoir quelle est son expression intérieure que j'appelle, d'un point de vue professionnel, l'expression professionnelle. Comment je m'exprime professionnellement. Donc, évidemment, on va devoir franchir, se dépasser, franchir des croyances, franchir des freins, franchir des peurs, mais si l'on considère que c'est pour s'exprimer, exprimer qui on est à l'intérieur, pour participer au collectif, alors ça change tout. Donc, derrière, quand on s'est connecté, derrière cette grande image que je vais commenter, l'idée, c'est simplement quand je suis connectée à mes envies, derrière, l'idée, c'est vraiment de passer du rêve à la réalité. C'est-à-dire du fantasme, de la représentation que j'ai de ce que je veux, pour savoir si c'est vraiment ce que je veux. Et là, on ne le sait pas, en fait. C'est comme des jeunes qui peuvent venir en disant « je veux être footballeur professionnel ». Ben, oui, certains le deviennent, d'autres pas. Et certains disent « je veux être médecin ». Ils ont une représentation du métier et puis ils commencent médecine et ils se rendent compte que c'est pas du tout ce à quoi ils s'imaginaient. Parce que c'est une chose de venir en tant que patient, et puis c'est une chose d'être médecin et toute la journée entendre des personnes qui parlent de leurs problèmes. Donc l'idée derrière, c'est peu importe ce que j'ai envie, comment je fais pour vérifier sur le terrain si c'est important pour moi, si c'est ce que je veux, et je monte des projets. Donc ça, quand quelqu'un a un rêve, il est important de le soutenir, mais de l'amener à une forme de « ok, on va essayer ». Et on va verra bien ce que ça donne, ne serait-ce que par petits pas. Donc, pour se connecter à soi, il y a quelques petits trucs, petites questions. Le premier, c'est les rêves. Il est interdit de piétiner les rêves. Pour moi, c'est une évidence. Alors, c'est les rêves actuels, qu'on pourrait changer ce mot rêve par le mot envie. Envie, j'ai envie, mais c'est en deux mots, envie. Je suis en vie, j'ai des envies, je suis en vie. Et c'est super intéressant pour les jeunes de les connecter à leur rêve professionnel d'enfant. Des fois, ça parle encore, des fois, ça parle plus, mais quand ça parle encore, c'est super important de voir qu'est-ce qui me faisait vibrer là-dedans. C'est quoi qui m'attirait, c'est quoi qui était important pour moi. La deuxième piste, derrière les rêves et les envies, on va changer le mot rêve en envie, c'est les envies de contribution. Pour moi, je suis convaincue qu'on est là pour évoluer nous-mêmes et faire évoluer quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est faire évoluer l'éducation des enfants, faire évoluer l'écologie, la protection des animaux, l'habitat, le transport, la musique, la danse, peu importe ce qui vous appelle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire évoluer? À quoi vous avez envie de contribuer? Quand on se reconnecte à ça, il y a encore des sacrées pépites qui sont importantes.
La troisième connexion possible, c'est ce qui me met en joie. Pour prendre son envol, il faut découvrir ce qui nous donne des ailes. Donc là, vraiment, c'est de s'autoriser à se connecter à la joie. Moi qui accompagne des adultes, ce qu'ils demandent en fait, c'est la joie. C'est simplement revenir à de la joie. Ils veulent être joyeux. Ils savent plus pourquoi ils font les choses. C'est l'élément essentiel. Donc, si on ne peut pas faire ce travail en arrière, l'idée, c'est vraiment de connecter à la joie dès le départ. Donc, est-ce qu'il y a des matières qui m'enthousiasment? Est-ce qu'il y a des centres d'intérêt, des loisirs? Donc, qu'est-ce qui m'enthousiasme? Alors, éventuellement, vous connaissez peut-être ce concept que l'on appelle flow. Donc, c'est quand je suis complètement immergée dans ce que je fais. Je ne vois pas le temps passer. Donc, je vous invite, si ce genre de sujet vous intéresse, à découvrir ce qu'est le flow de cet endroit. Alors, ni Ali, son nom, je vous laisse le découvrir. En tout cas, c'est comment je me sens en phase avec moi-même. Il a étudié, en fait, les histoires des personnes qui avaient une vie qui méritait d'être vécue, en fait. Ceux qui étaient complètement en harmonie avec eux-mêmes. Le dernier point que je vais aborder sur ce premier de s'écouter, c'est finalement, comme un aimant, qu'est-ce qui m'attire? Et l'idée est simple. Si le jeune sait ce qu'il veut faire plus tard, la question est très simple pour lui. C'est qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre? Finalement, quand je monte en compétence, je ne sais pas, un peu plus, je suis bon, je suis très bon, je suis excellent, je suis expert. Là, finalement, c'est juste un besoin. J'ai une envie, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour monter en compétence? Mais si je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, la question est peut-être aussi simple, en fait, dans le sens c'est qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre? Qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre? En quoi il a envie de développer des compétences pour finalement, derrière, être bon, excellent ou expert, et on offre ça au monde. Plus on devient bon dans ce que l'on apprend, plus on a quelque chose d'unique et de spécial à offrir dans cette idée de prendre sa place. Donc, j'aborde avec vous maintenant le deuxième pilier, qui est l'idée de s'explorer. Donc, le premier, je m'écoute. Le deuxième, je m'explore. Alors, j'aime beaucoup dire, déjà, qui peut dire qu'il n'a pas de talent? Eh bien, celui qui n'a pas encore découvert les siens. Et ça, cette image est super importante pour les jeunes. Ils ne se connaissent, et même vous ne vous connaissez, que par la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce que vous avez déjà exploré pour vous-même. Mais il y a tellement de choses que vous ignorez parce que vous n'en avez pas fait l'expérience, vous ne vous connaissez pas. Et pour les jeunes, ça leur fait un bien fou de se dire « Ok, j'ai des talents, mais je ne les connais peut-être pas encore. Ok, on est prêt à aller s'explorer. » Donc, je montre aux jeunes ces trois images en leur demandant où est-ce que tu te situes, toi? Est-ce que tu te vois plutôt tes points juste négatifs, tes points positifs, ou tu te vois comme un être complet avec tes points négatifs et tes points positifs? Vous seriez surpris d'apprendre que beaucoup se situent en point numéro 1. Et le fait de leur montrer qu'on a tous des points dits faibles, on pourrait en discuter, ou des points dits forts, des atouts, des forces, et le fait de savoir qu'on a les deux, qu'on a ces deux facettes, change tout. En fait, en général, quand on a un manque d'estime de soi, c'est que l'on ne voit que la partie négative de soi et on ne voit que la partie positive de l'autre. Donc il y a un gap, il y a un fossé entre les deux qui est gigantesque. On ne voit que en mode flagellation et on ne voit que l'autre en mode positif. Cela est dû notamment au système scolaire, en tout cas en France, c'est sûrement comme ça dans d'autres pays aussi, mais en France, on a tendance à de suite pointer du doigt l'erreur, donc ce qui ne va pas, le point faible. Ici, j'ai mis une table de multiplication de 2.
il y a une erreur, spontanément, et c'est peut-être ce que vous feriez aussi, c'est intéressant de voir comment vous réagiriez. Est-ce que vous réagiriez en disant « Ah, il y a une erreur » ou est-ce que vous réagiriez en disant « Ah, ben il y a 8 réponses sur 10 qui sont positives, sur 9 qui sont positives, il n'en reste plus qu'une et on y est. » Vous voyez comment ça change tout. On va en parler encore juste après. Donc, il est temps de mettre nos lunettes sur ce qui va bien et d'avoir des paroles en accord avec ça. Utiliser les mots qui sont soutenants et aimants et positifs. Sans nier ce qui ne va pas, hein, encore une fois. Mais au moins équilibré, à minima équilibré. Donc, ce que nous dit la psychologie positive, c'est que les formes idéales professionnelles sont à la convergence de 3 piliers. Ce qui me donne des forces, ce qui me donne du plaisir, ce que j'aime, ce qui me met en joie, et ce qui fait sens pour moi, ce qui est important. Ici, je ne vais pas faire ce chemin avec vous parce que c'est un petit peu long, donc je vais juste vous donner 3 possibilités. La première, je vais vous parler d'intelligence. Je ne sais pas si vous serez surpris, mais lorsque j'interviens auprès des jeunes, en fait, l'intelligence, pour eux, est directement liée aux notes. C'est-à-dire que s'ils ont de bonnes notes, ils sont intelligents. S'ils n'ont pas de bonnes notes, ils ne sont pas intelligents. On respire, parce qu'il y a tellement de choses pour réussir à avoir des bonnes notes. Et ici, j'ai montré un test qui est simplement pour mesurer l'intelligence. On utilise le test de quotient intellectuel, le QI. Et c'est quelque chose de très particulier. C'est très particulier. On en parlait tout à l'heure, si vous voulez. Donc, quelqu'un nous a fait du bien. Vous le connaissez probablement si vous êtes là. Il s'appelle Howard Gardner. C'est un psychologue américain de l'université d'Harvard qui a élargi notre vision de l'intelligence et qui a dit que nous étions tous intelligents, mais différemment. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder cette petite vidéo sur YouTube sur les intelligences multiples. C'est le concept qu'il a développé. En 4 minutes, vous allez comprendre ce que sont les intelligences multiples. C'est probablement l'exercice qui révèle tellement les jeunes. Je vais vous en parler un petit peu. Est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat? Je ferai tout à l'heure parce qu'il faut que j'aille sur YouTube et te le mettre. Mais après, tu tapes intelligence multiple en vidéo et si quelqu'un peut le faire et vous avez vu l'écran, hop là, vous tombez, c'est généralement le 2e lien qui arrive. Donc du coup, je vais vous les présenter super rapidement. Ce qui est intéressant pendant que je vous les présente, c'est de vous dire, tiens, quelles sont à moi mes intelligences dominantes? Alors, il est dit qu'on a tous les 8 formes d'intelligence. On les a tous, chacun d'entre vous, vos enfants, vos amis, etc., parents. Mais on a des dominantes. Donc, quelles sont vos formes d'intelligence dominantes à vous ou vos enfants? Jouer le jeu. Donc, la première, pour moi, c'est la corporelle et kinesthésique. Donc, c'est l'intelligence des mains ou l'intelligence du corps. Donc, ici, on voit bien que, par exemple, dans notre école en France, on n'a pas trop de travail sur cette intelligence manuelle, contrairement, par exemple, aux pays nordiques, où ils ont des cours de cuisine, où ils ont des cours de menuiserie, de métal, de couture, de tricot. Donc, cette intelligence-là n'est pas forcément reconnue et valorisée à l'école, alors que en France, désolé, je vais parler de la France, mais vous pouvez sûrement l'identifier à votre pays, 10% des professionnels sont des artisans, c'est-à-dire ils travaillent avec leurs mains, alors qu'on ne les a pas forcément valorisés dans notre système scolaire. Donc, il y a l'intelligence des mains et l'intelligence du corps. Et puis, l'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence de la relation. Tous ceux qui vont être amenés à travailler avec d'autres personnes, en équipe ou en relationnel. L'intelligence verbale et linguistique, c'est l'intelligence de l'expression et de la communication en français ou en langue étrangère, à l'oral ou à l'écrit. Communication, expression. Logique et mathématiques, c'est toute la partie scientifique, raisonnement et logique, ça s'entend.
L'intelligence naturaliste, c'est toute celle qui est en lien avec l'environnement, avec les animaux, beaucoup besoin d'être dans la nature. Il y a un côté aussi classement et organisation qui est assez fort. Intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence de son monde intérieur avec des grandes sensibilités. Tous les hypersensibles ou sensibles ont une grande intelligence intrapersonnelle, ceux qui vont savoir au-delà de ce qui est dit. Intelligence visuelle et spatiale, c'est l'intelligence de la vue, donc en 2D, tout ce qui est esthétique, ou 3D, représentation mentale en 3D, comme tout le monde. Et l'intelligence musicale et rythmique, c'est l'intelligence auditive. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être vous pouvez vous dire quelles sont les 3 intelligences dominantes, sachant que, ou celles de vos enfants, sachant que à l'école, ici en France, il y a 2 intelligences qui sont valorisées principalement. La communication et l'expression, verbale linguistique. Ici, hop, non, j'ai pas la souris, ici, hop, ici. Ou alors la logique et la mathématique. Donc pour tous les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est parfois difficile de trouver sa place. Donc, si ça vous intéresse, je vous partage ici des jeux qui peuvent être utiles. L'étoile de mes intelligences multiples, donc celui-ci, est plutôt dédié aux primaires. Le jeu des intelligences, c'est un système de cartes où, en fonction de ce qu'on choisit, on s'identifie à certaines formes d'intelligence. Et enfin, je ne le connais pas, mais je sais qu'il existe. Le jeu des cartes découvre nos talents, les intelligences multiples. Donc, si vous travaillez avec des jeunes, ou même pour jouer avec vos enfants, ça peut être intéressant d'explorer cette piste-là. Il y a également des livres qui peuvent être très intéressants sur les intelligences multiples. J'ai noté ici le nom de Bruno Hurst, qui a été celui qui a démocratisé les intelligences multiples en France. En fait, Howard Gardner avait développé sa théorie. Bruno Hurst a eu cette intelligence, pertinence et passion pour le partager avec nous. Donc, il y a plusieurs livres sur le sujet. Il y a des tests éventuellement qui sont en ligne, qui sont gratuits. Le première image que j'ai ici, c'est un test dans mon livre « Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie ?» Mais encore une fois, c'est juste un questionnaire, c'est imparfait, c'est une idée pour s'ouvrir aux différentes formes d'intelligence que l'on a en dominante, parce que ça dit beaucoup de choses de nous. Et j'ai partagé aussi un site web, donc si quelqu'un veut le reprendre, moimonAvenir.com, intelligence multiple. Quand vous faites site intelligence multiple, vous tombez assez vite dessus. Ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est qu'il y a des vidéos métiers. Donc, quand il y a des formes d'intelligence, on peut peut-être faire le lien déjà avec une ouverture professionnelle. Dans tous les cas, les intelligences multiples sont une révélation pour la plupart des jeunes. Et si vous ne les connaissez pas, ça peut être sympa au niveau des adultes. On pourra en reparler, hein, bien sûr, si vous le souhaitez. Je mets 3 exercices. Donc, le deuxième, c'est l'énergie d'action. Alors, je vous ai dit que la vie est une aventure collective. Donc, pourquoi travailler? Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a des personnes qui nous nourrissent. Il y a des personnes qui nous soignent. Il y a des personnes qui transmettent et partagent. Il y a des personnes qui nous émeuvent. Il y a des personnes qui nous protègent. Il y a des personnes qui embellissent notre vie. Il y a des personnes qui cherchent, il y a des personnes qui inventent, il y a des personnes qui fabriquent, qui réparent, qui nous ouvrent sur le monde, qui nous guident. Et il y a encore plein d'autres formes d'énergie. Et c'est intéressant de voir que ce sont des énergies différentes. Donc, moi, ce que je propose, c'est une liste de verbes, qu'on appelle les verbes d'action. Et l'idée, c'est de se connecter aux verbes qui nous ressemblent, qui nous attirent, qui nous font vibrer. On se retrouve, en fait, là-dedans. Donc là, c'est la liste de 30 jours pour trouver mes rêves. Et j'en ai aussi dans « Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie ?» Vous pouvez même regarder là rapidement s'il y a des verbes qui vous attirent, qui vous parlent. L'idée derrière, c'est vraiment de savoir si vous les nourrissez. J'ai
souvent des adultes qui vont, par exemple, me dire le mot créer. Et quand je leur pose l'idée de « est-ce que vous créez actuellement ?» Finalement, pas tant que ça, me dit « oui, c'est vrai, je crée actuellement ». Donc peut-être que vous en avez trouvé un ou deux, commencez à réfléchir à ça. Ce que je veux partager avec vous pour aller plus loin, il y a une chouette vidéo de cette jeune fille qui s'appelle Sarah Roubateau, qui s'appelle « Trouve le verbe de ta vie ». À la base, Sarah, je ne sais pas comment elle est arrivée à ça d'ailleurs, a écrit une lettre aux ados qui s'appelle « Trouve le verbe de ta vie ». C'était sur son blog, ça a connu un énorme succès. Bon, finalement, ça a été publié en livre, « Lettre à un ado, trouve le verbe de ta vie ». C'est aussi une vidéo où il y a toute la lettre. Les jeunes ne sont pas très sensibles aux paroles. Par contre, les adultes comprennent exactement de quoi on parle, de trouver cette énergie, parce que quand on est jeune, on n'a pas l'expérience de dire « Ah ouais, finalement, c'était fondamental ». Bon, je vous invite à regarder cette petite vidéo, elle est ultra pertinente. Le troisième exercice pour explorer qui on est et son potentiel, c'est de savoir quels sont nos points forts et nos qualités. Est-ce que spontanément, vous pouvez citer quelles sont, allez, 3 qualités ou points forts? Je vous laisse réfléchir sur ça. En fait, quand je pose cette question à des jeunes, vous serez peut-être surpris, mais j'en ai beaucoup qui ne peuvent pas me sortir une seule qualité. Pas une seule. Alors que si je leur demande quels sont leurs défauts, il n'y a aucun problème, je vous assure. Donc, il y a un petit problème d'équilibre. Donc, évidemment, si je leur donne une liste derrière, ils vont être capables de dire « Ah oui !» Et ça leur met un bien fou. En tout cas, ça veut dire qu'ils n'entendent pas suffisamment quelles sont leurs qualités, quels sont leurs atouts. Donc ici, je vais continuer à partager avec vous des jeux. Ce jeu qui s'appelle Totem, c'est un jeu que l'on joue en famille, mais auquel on pourrait jouer dans le cadre d'une classe, et qui est l'idée de proposer aux autres des qualités et un animal totem qui a aussi représente des atouts et des points forts. En tout cas, un petit jeu qui coûte 20 € et qui est super utile pour faire du bien et se dire les choses entre membres de famille ou dans une classe. D'autres possibilités pour apprendre à connaître son enfant, c'est des jeux de cartes que l'on joue en famille. Je ne sais pas si vous les connaissez, tels que Conversation sociale, dis-moi. Là, j'ai utilisé les versions famille. Donc, c'est des petites questions. Vous voyez ici, par exemple, pour la famille, si tu avais plus de temps libre, dans quelles activités t'investirais-tu? Pour les enfants, qui est le plus rigolo dans ta classe? L'idée, c'est de créer du lien et de connaître l'autre. La sociale, par exemple, si tu pouvais être un super-héros ou une super-héroïne, laquelle choisirais-tu? Et pourquoi? En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'amener une ouverture de parole, parce que souvent, dans une relation parent-jeune, la relation est orientée résultat. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Quelle note est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as fait? Ou est-ce que tu as fait? Et l'idée, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et on recrée du lien humain. Donc, c'est une possibilité pour s'explorer. Le dernier point, c'est de porter son attention. Je fais une petite animation pour porter aussi son regard simplement sur ce que l'autre fait bien. Reconnaître enfin ses points forts et ses atouts. Et je vous assure que souvent, c'est une rééducation. Moi, dans mes accompagnements, j'ai maintenant refusé d'entendre les parents qui me parlent de leur enfant parce que des fois, ça a été très, très compliqué parce qu'ils me disaient beaucoup de choses qui étaient
pas très très sympa. Et maintenant, la préférence, c'est d'être neutre. On finit par le dernier pilier, qui est beaucoup plus court. Là, on a quasiment terminé. Rencontre et expérience. Donc, je donne une dernière référence qui est importante pour moi. Je vous ai parlé de ce petit poisson qui trouve son élément, qui est l'eau. Cette expression, je la reprends de cet homme que je trouve absolument fantastique, qui est décédé malheureusement maintenant, qui s'appelle Ken Robinson. Et Ken Robinson était un professeur d'art et de créativité qui a été passionné par l'éducation, qui a fait plusieurs TED, vous savez, ces vidéos très très courtes de 15 minutes qui sont là pour apporter des idées qui changent le monde. Si vous ne les avez pas regardées, je vous invite vraiment à le faire. Et parmi les livres que Ken Robinson a écrits, je vous propose ces deux-là, l'élément et trouver son élément. Alors, ce qu'on découvre dans l'élément, et après, il a essayé de modéliser le comment dans trouver son élément, parce que les gens disaient « Oh, je veux trouver mon élément. Pourquoi suis-je fait ?» Et en fait, ce qu'on comprend de ces livres principalement, c'est que ce sont des rencontres et ce sont des expériences. Plus on multiplie les rencontres avec des gens, plus on multiplie les expériences, plus on se rapproche de soi-même. On sait ce que l'on n'aime pas. Ça peut être déjà intéressant, ça veut dire finalement qu'est-ce que j'aime, ou on sait ce que l'on aime. Et pour moi, dans ma vision, c'est vraiment comme si on faisait des expériences. Quand on multiplie les rencontres, quand on multiplie les expériences, on est en capacité d'affiner son projet personnel, de savoir un peu mieux qui on est. Et donc, on peut trouver cette eureka. Et quand on a trouvé cette eureka, on peut savoir où chercher au niveau de la formation, au niveau de la filière, au niveau du métier, parce que tout a commencé à l'intérieur. Ce qui est important de se dire, c'est que chacun change en fait régulièrement. Donc, si on demande à l'extérieur de nous apporter des réponses, il va falloir régulièrement demander à l'extérieur de s'ajuster à qui l'on est. Lorsqu'on est connecté à son intériorité, à ce qui nous anime à l'intérieur, je veux, j'ai envie, ce qui est important pour moi, je me connais et je sais à quoi j'ai envie de contribuer, on peut réajuster en permanence. Et du coup, on est acteur et créateur de sa vie et c'est comme ça que fonctionnent toutes les personnes qui sont les plus heureuses. Elles fonctionnent de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais terminer, ça va durer un peu plus de 5 minutes et après je prendrai toutes vos questions par l'état d'esprit. Normalement, je travaille beaucoup sur l'état d'esprit et sur le passage à l'action aussi. Ici, on va le faire en condensé. En France, les jeunes sont plutôt passifs parce que dans notre système scolaire, on leur dit quoi apprendre, quand apprendre. Leur responsabilité, c'est plutôt d'avoir de bonnes notes. Pas tant d'apprendre parce que 15 jours, 1 mois, 6 mois après, ils ont oublié. Donc, les responsabilités, contrairement à d'autres systèmes scolaires, sont très faibles. S'il n'y a pas d'idée de responsabilité à l'école, ça donne des jeunes qui sont plutôt passifs, c'est-à-dire ils attendent que les réponses viennent à eux, mais ils ne sont pas forcément dans une mise en mouvement d'aller les chercher. Donc, des petites phrases qui peuvent être dites pour les aider à reprendre leur vie en main. J'aime beaucoup celle-ci. Place ton futur entre de bonnes mains, les tiennes. Il y a une enquête, je voulais juste faire cette aparté, il y a une enquête de l'université d'Harvard qui a demandé aux 25-35 ans, donc un petit peu plus grands, à quoi ils aspiraient le plus dans la vie. Et en fait, ce à quoi ils aspiraient le plus dans la vie, à 80%, ils voulaient être riches, et à 50%, ils voulaient être célèbres. Et très souvent, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent, et quand on se demande est-ce que tu as des idées de ce que tu veux faire, est-ce qu'il y a déjà un appel intérieur? Non, je sais pas, mais je veux être riche. C'est une aspiration.
Et il n'y a pas de mal à être riche, c'est juste savoir est-ce que c'est ça qui précède les choix de vie. Et une même enquête de l'université d'Harvard a étudié ce qui rendait les gens les plus heureux, puisqu'on parle de psychologie positive, et finalement, on s'est rendu compte que c'était même pas forcément de se trouver, c'était la qualité des relations. C'était l'amour, en fait, les relations entre les personnes. Donc, dans ce changement d'état d'esprit, j'ai partagé une dernière référence qui est super intéressante. Ce livre de Bronnie Ware qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». En fait, Bronnie Ware est une infirmière en Australie, en soins palliatifs, qui a accompagné pendant plus de 20 ans, avant d'écrire ce livre, des personnes en fin de vie, des mourants. Et elle s'est rendue compte que les mourants avaient énormément de regrets et toujours les mêmes. Donc, elle les a compilés dans les 5 regrets les plus fréquents. Et le plus fréquent, c'est celui-ci. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vraie vie et pas celle que les autres voulaient pour moi. Donc, on est encore dans cette connexion à soi dont je parlais dans l'accompagnement. C'est-à-dire, et si j'osais? Et si je m'autorisais? Et je sais qui je suis et je sais au service de quoi je veux mettre mon énergie et mon temps de vie, mon temps de travail aussi. Donc, j'aime aussi dire aux jeunes, et c'est super important parce que ça les aide, toutes les décisions que tu ne prendras pas sur ta vie, les autres les prendront pour toi. Donc, si tu ne fais pas de choix, de direction pour ta vie, en fait, les autres vont t'amener à vivre une vie qui n'est pas forcément la tienne. Est-ce que ce que tu veux? Souvent non. Donc, j'essaie de les connecter à plusieurs énergies, dont celle-ci, qui est l'énergie de l'artiste, qui est valable pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour chaque être humain sur cette planète. Nous faisons tous au mieux. Nous faisons tous au mieux. Mais il est important de réaliser, de comprendre que nous sommes des artistes, en fait. Tous les jours, nous écrivons le livre de notre vie. Tous les jours est une page blanche et on essaie de créer quelque chose. Alors, le livre ne convient pas forcément aux jeunes dans la métaphore, mais ça parle beaucoup aux adultes, cette page blanche tous les jours. Les jeunes, ce qu'ils aiment bien, c'est être artiste comme un sculpteur. Et un sculpteur, il n'y a rien qui est fini. Mais à la fin de ta vie, quand tu meurs, c'est ton œuvre. Donc ça leur parle beaucoup. Vous voyez, c'est une bonne métaphore pour vous. Donc, pour les aider à dépasser leurs limites, avoir envie de créer une vie qui leur ressemble vraiment, l'idée, c'est vraiment de leur partager autant que possible des modèles inspirants, partager des biographies de personnes inspirantes ou des citations qui, en très très peu de mots, permettent vraiment des prises de conscience. Ici, l'image que j'ai partagée avec vous, c'est l'illusion du succès, qu'on appelle aussi l'iceberg du succès. Quand on réussit, il y a ce que les gens voient, donc la réussite, la partie émergée de l'iceberg. Et puis en fait, il y a toute la partie émergée qui est ok, c'est joyeux parce qu'on fait quelque chose que l'on aime, mais ça demande aussi de la résilience, de la persévérance, de l'échec, du sacrifice, parfois de la déception parce que ça marche pas toujours, de nouvelles habitudes, de l'engagement. Et le fait d'amener les jeunes à voir comment les autres ont dépassé les obstacles qui sont absolument naturels dans la vie, ça aide vraiment à forger un état d'esprit entreprenant, ne serait-ce que pour sa propre vie. Et surtout, mettez-les en action, donnez-leur de petites responsabilités, ne serait-ce que du bénévolat, de l'implication dans ce que vous pouvez pour les valoriser, parce que la confiance en soi et l'estime de soi passe par l'action. Ce n'est pas la confiance en soi qui permet l'action, c'est l'action qui derrière, avec les petites réussites, qui permet l'action, la confiance en soi. Donc je termine avec 3 citations et on a terminé, que j'aime beaucoup, encore une fois, sur le fait d'avoir des citations inspirantes. Chacun de nous est un athlète. La différence est que certains s'entraînent et d'autres non.
Nous aimons tous gagner, mais combien aiment s'entraîner? Et dans la vie, tu as deux choix le matin, soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. C'est des images qui sont issues de mon livre « Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie ?» juste pour info. Donc, pour clôturer, en conclusion, et je vais prendre toutes vos questions, pour créer une vie qui est géniale, en tout cas de mon point de vue, de ce que j'observe, et avoir un impact positif, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à son intériorité. Ça veut dire s'écouter, ça veut dire s'explorer, ça veut dire faire des expériences et des rencontres. Quand on fait ça, évidemment le plus jeune possible, en étant le mieux accompagné, ça fait toute la différence. Et le dernier point, c'est vraiment se souvenir que la vie est une aventure individuelle, mais qu'elle est aussi, et surtout collective. Sans les autres, nous n'aurions aucune possibilité de survie, en fait. Donc, le collectif et cette complémentarité des talents, en tout cas, celle auquel j'aspire, aide l'individu à émerger et à s'exprimer, et exprimer son trésor, et comme le trésor de chacun est utile et peut contribuer au collectif. Pour synthétiser ce que je voulais dire. Et j'ai terminé et j'espère que ça vous a intéressé et que ça a été utile pour vous. Et je reviens avec vous. Je sais qu'il y a eu des questions pendant que je parlais, donc on va peut-être pouvoir les prendre du coup, Evelyne. Oui, déjà merci beaucoup. Moi je trouve ça très riche. Ouais. Bon, il y a des questions plutôt pratiques pour le moment. Ok, on y va. Une personne aussi qui demandait, j'ai l'impression si elle allait avoir les détails après. Alors je ne sais pas si quelque part on peut trouver, peut-être qu'il faut retourner vers tes sites, tes ouvrages. Alors oui, il y a plein de choses simples. Je pense qu'il y aura un replay de cette conférence. Donc déjà c'est une possibilité. Après effectivement il y a mes livres qui peuvent être une possibilité. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment s'engager dedans, je propose des formations qui sont sur 3 jours en distanciel. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent accompagner des jeunes ou des adultes. Là, on l'a un petit peu ciblé sur les jeunes. Mais du coup, là, on fait les quatre pôles. Donc, c'est une possibilité. D'accord, merci. Donc, il y a plusieurs personnes qui te remercient. Merci beaucoup. C'était le but de partager au maximum plein de choses qui pouvaient être utiles. Et donc, il y a une question aussi, alors de Gwendoline. Okay. Je ne trouve plus. Ah, voilà. Comment motiver un ado qui ne veut plus faire son travail scolaire à part développer la confiance en soi? Ouais. En fait, quand les jeunes sont vraiment démotivés, c'est souvent qu'ils n'ont pas accès à leur force, à leurs ressources. Donc, c'est vrai que dans l'accompagnement, souvent, on demande qu'est-ce que tu veux faire en fait? Quels sont tes projets? Quelles sont tes envies? Ou qu'est-ce que tu aimes? Sauf que quand il y a vraiment des difficultés scolaires et une démotivation, l'idée, c'est d'abord de reconnecter à ses ressources et à ses forces. Donc, les exercices que j'ai proposés aujourd'hui sont super utiles. Déjà, parce que plein de choses qui viennent dans mon cerveau. La première, cette image où effectivement, il y a le moins, le plus. Donc, l'idée, souvent, si on a une mésestime de soi, c'est qu'on ne voit que ses défauts. On ne voit pas ses positifs. Donc, l'idée au niveau du positif, c'est déjà de lui demander où il se situe, peut-être. Ça peut être intéressant. Vous pouvez refaire le dessin tout simplement, hein, vous avez compris le principe. Et après, de ramener sur comment je remonte en estime de moi. C'est-à-dire, les intelligences multiples fonctionnent très très bien, les verbes d'action fonctionnent très très bien, les qualités fonctionnent très très bien. Et puis après, peut-être ramener sur recréer le lien en discussion. Ça peut être, vous pouvez tenter par rapport au jeu que j'ai partagé ici. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'abord de connecter aux ressources et aux forces. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de psychologie positive qui est force, les formes idéales pour chacun, c'est
à la convergence des forces, de ce que j'aime et de ce qui fait sens. Et en fait, quand j'explore dans les formations différents exercices, je commence toujours par les formes, parce que c'est impossible pour un jeune qui n'a pas suffisamment confiance en lui, parce qu'il a été très très animé pour plein de raisons. Là, c'est un petit peu vaste. L'école peut facilement décourager, même si les enseignants sont ultra bienveillants et font tout leur possible. À l'impossible, nul n'est tenu, c'est compliqué. Donc, s'il y a une mésestime de soi, on ne peut pas s'engager sur même ce qui me fait plaisir, parce que je pense que j'ai pas les ressources. Donc, vraiment travailler sur les ressources, savoir aussi peut-être ce qui aide le jeune à monter en énergie, c'est-à-dire partager ce petit truc que très très peu de gens, adultes ou jeunes, savent, c'est finalement quel est mon niveau d'énergie, comme une pile électrique. De 0 à 10, je suis où? Et je sais pas, je suis à 3 ou 4, peu importe, ou 6. Et ben, qu'est-ce qui me fait passer de 6 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9, de 9 à 10? Il y a le fait de regarder des séries, des vidéos, etc., des jeux, souvent c'est pour ne plus réfléchir, se mettre en mode pause en fait. C'est parce qu'on ne sait pas comment faire et on pense qu'on n'est pas capable de faire. Donc l'idée d'abord, c'est de ramener sur 1, je suis capable de faire, et après 2, c'est un accompagnement sur la possibilité de décomposer en petites étapes ce qu'on pourrait faire, quitte à prendre au début par la main. Donc vraiment, je vous invite à tester ces exercices que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés pour vous, parce que je pense qu'ils sont vraiment utiles dans une estime de soi. Et ça peut être intéressant, dernière chose qui me vient, et Mine, du coup, tu me diras derrière, c'est si votre enfant se sent pas super bien, comment vous, et sans vous culpabiliser du tout, mais c'est comment vous le regardez à l'heure actuelle, en fait. Est-ce que vous voyez tout ce qui fait pas, ou est-ce que vous voyez tout ce qui fait bien? Et est-ce que dans l'accompagnement, est-ce qu'il notait tout ce qui fait bien, et au-delà de ce qui fait bien, c'est quelles sont les qualités derrière pour le faire bien? Parce que c'est très inconscient, en fait, quand on regarde quelqu'un, ce qu'on projette sur l'autre, même si on l'exprime pas. Il y a déjà des grosses étiquettes. Moi, ce que j'observe, c'est que chacun fait vraiment de son mieux, sauf qu'à un moment, parfois, on a lâché l'affaire, en fait. Et je vous invite, dans ces cas-là, à faire des petites recherches vidéo sur le concept d'impuissance. Je me trompe toujours acquise ou apprise. Vous avez des petites vidéos, vous allez voir comment on peut se décourager en peu de temps, même les meilleurs et les plus brillants jeunes qui soient. Donc voilà, juste pour quelques possibilités. Merci. Parfois, ça sur les forces et le ressourcement. Le mettre au service pour le mettre au service après de ce qui m'anime et ce que j'aime. Je trouve que cette notion de regard, elle est effectivement précieuse. Moi, elle me parle beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, dans les formations, je commence tout de suite par ça, en fait, sur le regard, parce que de mon expérience, c'est vraiment le regard et la posture qui changent tout, en fait. Au-delà des exercices que l'on fait, c'est est-ce que je te reconnais comme un être unique et magnifique? Et c'est vrai que moi, c'est naturel chez moi, mais c'est le fait d'avoir une conscience et confiance absolue dans le potentiel de l'autre. Après, je sais pas quelle est ton histoire. Tu t'inscris dans une histoire. Je sais pas pourquoi tu as lâché l'affaire. Je sais pas pourquoi tu es en colère. Je sais pas pourquoi tu es triste. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en sois là. Mais pour moi, il y a toujours cette magnifique flamme intérieure, et le fait d'avoir cette confiance absolue en l'autre et de l'accompagner sans juger, mais d'être à chaque fois tourné vers les solutions. Ok, si on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ça demande déjà une posture d'être très prudente dans les mots, évidemment, dans l'intention avec laquelle on parle, c'est-à-dire pas de jugement. Essayer de comprendre l'autre. En fait, c'est essayer de comprendre l'autre complètement. Ok. Et petit à petit, l'autre s'autorise à s'ouvrir pour révéler qui il est. Et éventuellement demander de l'aide. Ils ont besoin beaucoup d'aide, hein. Franchement,
ils sont précieux, ils savent juste pas comment faire, en fait, et beaucoup ont lâché l'affaire. En fait, je vais dire comme ça, et je les vois même, c'est pour ça que j'ai aussi agi. J'ai vécu 8 ans aux États-Unis. Quand je suis revenue en France, ça m'avait quand même beaucoup surpris, une forme de passivité par rapport à leur vie. C'était assez choquant. Maintenant, c'est vrai que j'ai un état d'esprit un petit peu anglo-saxon, mais c'est de dire, je suis tournée vers les solutions. Qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ou qui peut t'aider? Plutôt que de rester en mode à tourner sur le problème en roue de hamster. Ouais. Donc la posture et le regard et être dire ok, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, il y avait une autre question de Nawal qui finalement rejoint un peu ce que tu es en train de dire, qui demande comment prendre en compte les conditionnements reçus des parents et s'assurer que le jeune ne répond pas par rapport aux messages reçus dans son enfance. Oula. Vaste question. Ouais, je sais même pas comment y répondre tout de suite. En fait, il y a un exercice qui est sympa, qui peut être super intéressant. Encore une fois, là, on se parle d'un point de vue un peu professionnel, hein, trouver ma place professionnelle. Il y a un exercice qui est très chouette, qui s'appelle le génogramme. Et le génogramme, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'arbre généalogique professionnel. Et donc, vous pouvez utiliser un génogramme pour faire l'arbre généalogique professionnel et voir s'il y a des autorisations ou pas. C'est-à-dire, je sais pas si on est médecin de père en fils, de mère en fille, sur plusieurs générations, ou boucher, ou peu importe. On peut aussi se poser la question. Donc, sinon, si on a un télo et qu'on veut faire quelque chose, un télo, c'est une caricature, mais plutôt intellectuel, et on veut faire quelque chose de manuel, est-ce qu'il y a l'autorisation ou pas? On peut aussi se poser la question dans mon arbre généalogique professionnel, est-ce que les personnes se sont autorisées à être heureuses? Est-ce qu'elles sont heureuses professionnellement? Parce que là, du coup, il peut y avoir un manque d'autorisation inconscient. Donc, oui, après, les conditionnements, en fait, c'est ce que j'ai compris il y a quelques années et qui m'a vraiment percuté. On parle de confiance en soi, mais la confiance en soi n'a rien à voir avec le soi. Elle a tout à voir avec les autres, en fait. Quand on est enfant, on est neutre. Et nos seules références et les seules personnes que l'on croit, c'est nos parents. Forcément, on les imite. C'est leur façon de voir le monde, leur rapport au monde, aux autres. Et l'idée, c'est simplement peut-être donc on est conditionné par ça. Donc en fonction des messages que je vais avoir reçus de mes parents et de mes proches, c'est comme une balance. Moi, je dis, il y a des moins, il y a des plus. Si j'ai plus de moins, c'est là, j'aurai une estime de moi pas terrible. Donc si c'est l'inverse, ça sera un petit peu plus équilibré. Donc la confiance en soi a tout à voir déjà d'abord avec les autres, après avec mes expériences, et puis tout se transforme quand même. On peut faire beaucoup de transformations, ne serait-ce en ouvrant à d'autres façons de voir le monde et d'autres points de vue. Si c'est de l'estime de soi, c'est d'autres personnes qui nous reconnaissent ou des expériences qui nous reconnaissent. Et j'allais juste dire une autre chose qui me donne en même temps. Et puis sinon, et après, il y a le travail avec des thérapeutes qui permettent de changer les programmes inconscients. Hein. Travailler avec l'inconscient nécessite de l'accompagnement de la part de thérapeutes. Voilà. C'est un sujet complexe. Merci. On a encore des nouveaux remerciements. C'est gentil, ça me fait super plaisir. Alors, est-ce que tu as d'autres questions? Il y a une question. Je suis en France, en fait, à Montpellier. Quelqu'un demande pour les formations de 3 jours, si tu veux parler un peu de tes formations, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe en distanciel, en fait. Et l'idée, c'est
d'accompagner les gens. Donc c'est très souvent des personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement des jeunes et des adultes. Donc ça peut être des enseignants, des psychopédagogues, j'ai de tout, sophrologues, orthophonistes, des conseillers d'orientation, des DRH, enfin des gens qui sont dans Je t'accompagne à explorer qui tu es. Ça se passe en distanciel et l'idée c'est d'explorer les 4 domaines dont je vous ai parlé. C'est-à-dire le premier c'est comment j'explore la singularité de chacun. Et donc on explore notamment les exercices sur je vous le fais un peu rapidement, mais le premier, c'est exploration du potentiel. Le deuxième, c'est l'état d'esprit, puis le passage à l'action. Et puis, il y a toujours cette conscience collective parce que, si vous l'avez remarqué, en fait, aucun des exercices que j'ai proposés ne met les jeunes dans des mauvaises réponses. Intelligence multiple, peu importe lesquelles on a. Les verbes d'action, peu importe lesquels on a. Les qualités, peu importe lesquelles on a. Et en fait, du coup, il n'y a jamais de compétition, il y a juste une singularité, et puis on a vu aussi le pourquoi travailler. Donc, la singularité s'inscrit dans le collectif. Donc voilà, on voit les 4 piliers pour les jeunes et pour les adultes. Et là, la prochaine formation, elle est fin août, la prochaine est complète en juin. J'en fais une tous les 2 mois à peu près. Et il y a 10 personnes, donc c'est un tout petit groupe. Je remets le lien vers ton site. Voilà. Oui, et à côté, actuellement, elle coûte, si vous voulez un point de vue pratique, elle coûte pour août, elle coûte 480 € et il y a derrière un temps d'accompagnement individuel avec moi. Alors, tu as donné envie à Anne-Claire de se spécialiser dans l'accompagnement des jeunes. C'est chouette. Isabelle, il y a une question de Leïla sur les questions-réponses qui demande, en tant que coach, comment aider le jeune à se connecter à son intelligence particulière quand elle est en conflit avec les valeurs familiales, qu'elle n'est pas autorisée par la famille. Ah, c'est-à-dire qu'elle a envie de faire quelque chose et les parents ne veulent pas, c'est ça? Je sais pas si c'est la question. Non, mais elle est coach, donc comment aider les jeunes qui sont dans ce cas-là? Ouais, c'est ça, mais c'est l'idée de j'ai des envies, j'ai des aspirations, mais mes parents ne veulent pas que je le fasse. Ouais. En fait, ici, c'est pas une situation simple. En gros, il y a 2 grosses possibilités. La première, je dis toujours aux jeunes que c'est à eux aussi d'argumenter sur leur projet professionnel. C'est-à-dire que les parents, ils ont peur. En fait, ils sont vraiment dans... Même s'ils disent qu'ils veulent le bonheur de leur enfant, la première chose, c'est quand même la sécurité. Et je peux le comprendre. Mais du coup, c'est aux jeunes vraiment à argumenter. Donc, l'idée, c'est que peu importe ce elle a envie, l'idée derrière, c'est d'aller vérifier sur le terrain que ça lui correspond. Combien de jeunes ont des aspirations? Et finalement, quand on passe de l'idée à la réalité, je sais pas, je voudrais être acteur, et je fais de la figuration, ou je fais déjà, la première question, c'est est-ce que tu fais du théâtre? Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as fait de la figuration? Donc, on passe de l'idée, de la représentation à la réalité. Et là, il va y avoir 2 possibilités. Effectivement, soit finalement, je me rends compte que j'ai pas envie de faire 15 fois la même prise, que c'est pas du tout ce qui me plaît, ou alors je me dis que je me passionne pour ça et je vais m'engager à essayer et à donner le meilleur de moi-même pour aller vivre mes ambitions, en fait. Donc ça, c'est la première idée, c'est vraiment aux jeunes de donner les arguments pour les parents. Après, il y a plein d'autres choses à dire, mais bon, si on le fait simple, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que si c'est pas possible maintenant, le dire, c'est qu'est-ce que je peux faire en parallèle, en fait, pour nourrir peut-être pas ce projet dans l'intégralité, mais comment je peux le vivre quand même, ou ne serait-ce que développer mes compétences maintenant, ou quand je serai plus libre, je pourrais le faire. Puisqu'à un moment, le jeune va être libre. Donc, à un moment, il y aura une forme peut-être de soumission, mais pas complètement, dans le sens où, en parallèle, je peux développer mes compétences, je peux faire des expériences, je peux faire des rencontres qui vont me permettre de me rapprocher de ce que je veux vraiment faire.
deux pistes possibles, simples. C'est complexe comme sujet, donc c'est vraiment du cas par cas, mais voilà deux réponses qui sont simples. Enfin, qui sont pratiques. Alors, il y a un commentaire de Pascalou qui dit « C'est sur les parents qu'il faut travailler. Par exemple, quand j'accompagne des autistes, le fait de faire une lecture des auras de l'autiste et de récupérer des infos de l'âme et de les verbaliser auprès des parents, c'est déjà une prise de conscience, c'est une aide. » Ouais. Ben, je comprends ce qui est dit dans le sens où en tout cas moi quand j'étais jeune, c'est pour ça que j'ai écrit ces livres et c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est que j'ai pas été accompagnée comme ça. J'étais pas accompagnée à me connaître, à m'autoriser, à me reconnaître. Et souvent les parents l'ont pas fait non plus en fait. Ils ont eu la présentation de formes, de filières, d'expériences et souvent beaucoup ont fait un choix par défaut. En fait, je fais pas trop de choix, voilà à peu près. Et on continue jusqu'à un moment où il faut faut bosser. Ouais, je vais faire quelque chose quoi. Donc cette connexion à soi, cette reconnexion à soi, elle n'est pas faite. Donc c'est vrai que pour les parents, c'est déstabilisant. En tout cas, j'essaye de porter cette parole-là, et c'est vrai que pour les parents, ça fait sens. Des fois, ça fait encore un peu peur. Je me souviens d'un parent, un endroit où je donne une conférence pour les jeunes tous les secondes, et le soir, je donne la même conférence pour les parents. Ils entendent exactement la même chose. Ça, c'est vraiment bien. Et il y a un papa qui m'avait dit oui, mais alors si mon enfant, ça répond à la question précédente, si mon enfant veut faire quelque chose qu'il passionne mais il n'y a pas vraiment beaucoup de débouchés, ou alors autre chose qu'il passionne vraiment moins mais où il y a des débouchés, il va gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous me dites? Quelle est la solution pour vous? J'ai pas de solution. Déjà, je vais pas prendre cette responsabilité, j'ai juste des possibilités à vous donner. Donc voilà, c'est juste des possibilités de réflexion. Moi, effectivement, j'ai cette conception, et c'est juste moi, que la vie mérite d'être vécue si on s'en en accord avec nous-mêmes, en fait. Si on passe sa vie à faire autre chose, quelque chose qui ne fait pas sens, qui n'est pas important pour nous. Moi, personnellement, j'aurais l'impression de perdre mon temps et perdre. Mais ceci dit, on peut faire des choix qui s'imposent, ne serait-ce que momentanément. Ceci dit, pour le jeune, s'il n'y a pas beaucoup de débouchés, quelque chose qui lui plaît. Bon, déjà, il y a passé de l'idée à la réalité, donc faire l'essai, se mettre en action. Mais derrière, s'il n'y a pas de débouchés, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, il y a des débouchés, donc peut-être savoir comment ils ont fait. Par ailleurs, peut-être qu'il y a plein de métiers qui n'existent pas encore, peut-être qu'on peut faire jouer sa créativité pour voir comment on peut vivre ce qui nous anime, mais peut-être sous une forme légèrement différente. Donc voilà, encore une fois, faire quelque chose qui ne nous plaît pas a pas de sens très rapidement. On peut le faire pendant quelques temps, mais après, du coup, on va avoir quelqu'un un petit peu plus tard. Donc, il vaut mieux essayer de le faire le plus tôt possible. Encore une fois, avec cette idée que quand on est connecté à son intériorité, ça ne veut pas dire qu'on va faire ce même métier tout au long de sa vie. Hein. Ça veut juste dire qu'à un moment, on prend comme une photographie, comme une image, et au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et on est en mouvement en disant, si j'ai envie de changer, derrière, ça va m'appartenir de développer les compétences qui sont importantes, qui est-ce que je peux rencontrer, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, en fait. Bon, c'est actuellement, les jeunes ont cette vision, je vais terminer par ça, j'aurai peut-être une autre question, mais c'est vraiment important de dire ça. Les jeunes que je rencontre, la plupart ont une pression gigantesque sur leurs épaules. Ils ont l'impression qu'à l'âge de 17-18 ans, ils vont devoir choisir leur voie qu'ils vont garder jusqu'à la fin de leur vie. Pour eux, dans leur esprit, la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est qu'ils doivent se marier avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas trop et qui ne pourront pas divorcer, et dont ils ne pourront pas divorcer avant 40 ans. Et c'est très intéressant de voir, encore une fois, c'est pas tous les jeunes, mais beaucoup ont l'impression qu'ils doivent faire un choix alors qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour le faire et qu'en plus, ils vont s'engager pendant très longtemps. Et c'est énormément de pression, sans compter le contexte général qui est anxiogène.
Donc plutôt, il y a quand même du travail à faire avec nos ados, ne serait-ce que pour les amener à sortir du mode tourner vers les ça au niveau du front, tourner vers les problèmes, tourner vers les solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Qui peut m'aider? Et avoir cette flexibilité mentale. Merci. Donc, il y a plusieurs personnes là qui vont faire les exercices pour elles-mêmes parce que voilà, il y a plein de personnes qui disent qu'elles non plus, elles trouvent plus de sens à leur travail. Alors, juste, du coup, Émilie, je rebondis. Pour les personnes adultes qui veulent le faire elles-mêmes, alors effectivement, j'ai posé plein de clés, mais simplement, la différence qu'il y a entre vous et puis les jeunes, c'est que vous avez déjà une expérience professionnelle, vous avez fait déjà plein de choses, ou plusieurs choses dans votre vie, donc l'idée, repartez vraiment des 3 piliers. Quelles sont mes forces, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui fait sens pour moi. Qu'est-ce qui fait sens? Ça veut dire les valeurs, ce qui est important pour moi. Ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer. Les forces, c'est quels sont mes atouts et points forts. Donc, reprenez le parcours de votre expérience professionnelle, de vos expériences professionnelles, et pour chaque expérience professionnelle, regardez ces 3 choses. Quels étaient mes points forts dans cette expérience? Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? On s'en fiche de ce que vous n'avez pas aimé. Hein. C'est comme quand dans un restaurant, le serveur, il ne veut pas savoir ce que vous ne voulez pas, il veut savoir ce que vous aimez. Et le dernier, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Travail en équipe, l'autonomie, le travail en extérieur, en intérieur, les horaires, peu importe. Et là, vous réussissez à vous connecter à quelque chose qui vous ressemble vraiment. Parce que vous focalisez simplement votre attention sur qui vous êtes et ce que vous voulez. C'est très utile, au-delà des exercices que j'ai présentés. Et parmi tes ouvrages, lequel tu conseilles plus particulièrement à des adultes alors? En fait, ils sont très différents. Le dernier, et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie, par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est peut-être le plus adapté parce que il aide chacun à explorer sa singularité, en quoi il est unique. Le premier livre, donc il est positionné sur les lycéens ou étudiants. Mais évidemment, ils sont tous ouverts à tout le monde. Le premier, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves, est un livre très complet pour un changement d'état d'esprit. Il explore aussi la singularité, mais de manière très très courte. Donc c'est pour ça que j'ai fait un livre supplémentaire pour aider à focaliser sur l'expression de la singularité. Donc il y a 20 questions, 20 exercices. Et puis derrière, il y a 20 clés pour passer à l'action. Sur le premier, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves, c'est vraiment toutes des clés, c'est des clés qui transforment un état d'esprit d'une posture plutôt passive à une posture proactive. Celui qui est au milieu, rêve ta vie, vis tes rêves, c'est vraiment des clés de développement personnel que j'aurais aimé connaître jeune sur justement les pensées, les croyances, l'inconscient. Il y a une grosse partie sur ma contribution au monde, peut-être il y a 30 clés, 10 clés sur ma contribution au monde, comment je m'insère dans le collectif, 10 clés sur la préparation mentale et 10 clés sur la partie tout ce qui est émotionnel et relationnel. Franchement, c'est que des clés que j'ai appris mais ultra tard et que j'ai juste vulgarisé pour le transmettre aux jeunes parce que voilà, je crois que l'ampleur actuellement des livres de développement personnel qui sont pour les adultes, on essaie de se retrouver, de se reconnecter à soi, de trouver sa place, de s'exprimer. Et c'est intéressant. Moi qui ai souhaité écrire pour les jeunes, en fait, les éditeurs sont frileux, en fait. Vraiment, le premier, c'était... on n'y croyait pas, il est devenu best-seller super rapidement, enfin, il a tout cartonné. Et c'est ce qui m'a permis de continuer à écrire. Mais de manière générale, les éditeurs sont, pour tout ce qui est livre, plutôt développement personnel, éducation des fondamentaux aux plus jeunes. Franchement, il y a la place si vous avez envie de transmettre des choses aux jeunes. Mais c'est pas facile d'être édité derrière. Alors, il y a encore une dernière question peut-être. C'est une personne qui cherche en fait de l'accompagnement, je pense, personnalisé pour son fils de 27 ans qui à la maison est perdu. Okay. On arrive sur l'image. Ok.
Et ben du coup, alors si c'est par rapport à moi ce que je fais actuellement, moi je suis en retraite d'écriture, mais il y a des personnes que j'ai formées. Donc si vous allez sur mon site isabelle-servant.com et dans orientation positive, à un moment il y a annuaire, et donc il y a des gens qui peuvent accompagner. Après sinon c'est du coup ce serait des coachs, peut-être des coachs en orientation. Voilà, et après, c'était vraiment une question de match. Excuse-moi, Annie. En fait, je voulais simplement dire que c'est deux sensibilités qui doivent se rencontrer, en fait. Donc, c'est vrai que il vaut mieux qu'il y ait une rencontre pour voir si ça match et continuer. Parce que pour pouvoir se révéler, il faut avoir complètement confiance en l'autre. Un grand merci Isabelle. Abel, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je ne suis pas l'hôte. Je suis en soutien. Eh bien, je fais plein d'autres choses pendant que vous discutez. Et non, je te remercie beaucoup Isabelle d'avoir été présente. Merci à toi pour l'invitation. Il y a beaucoup de commentaires. C'est marrant parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires et de questions que hier, ça parlait très peu. C'est très différent d'un jour à l'autre.